Le crépuscule descendait sur le plateau de l'automobile européenne lorsque les journaux ont annoncé que l'Allemagne se préparait à entrer dans une course que seuls les Italiens avaient dominée jusqu'alors. Les rues de Munich vibraient sous le pas des cadres en chemise bleue, leurs yeux rivés sur les plans éclatés qui s'étalaient sur la table du conseil. Au centre, un jeune ingénieur de 35 ans, Wolfgang Reitel, levait les yeux d'un tableau aux courbes d'un futur V12, comme s'il pouvait déjà entendre le grondement d'une bête mécanique. À l'autre bout du continent, dans une petite usine de Stuttgart, les ouvriers terminaient leur quart de nuit, leurs visages marqués par la poussière d'acier et l'espoir d'une promotion salariale. Ce même matin, le directeur de la division sport de l'usine a signé une lettre qui promettait 1 million de marks allemands pour financer un prototype capable de dépasser les machines de Ferrari et de Porsche. L'annonce a traversé les bureaux de BMW comme une onde de choc. Le premier V12 allemand, audible jusqu'au Rhin, a déclaré le chef des ventes, convaincu que le son du moteur deviendrait le nouveau cri de guerre de la marque. Dans les couloirs du siège, les conversations se faisaient plus étroites. Un groupe de stratèges marketing murmurait que la cible était désormais la clientèle internationale, prête à payer le prix fort pour une exclusivité. Un vieil ancien du département finance, à la retraite depuis 3 ans, se rappelait les jours où chaque euro investi devait être justifié par les ventes. 1 milliard de marks, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires d'une petite filiale, répétait-il, tandis que les assistants notaient frénétiquement chaque décimale, comme si le chiffre pouvait être dompté. Pendant ce temps, dans une petite maison de l'arrondissement de Nymphenburg, la mère de Wolfgang, Helga, préparait le petit déjeuner pour son fils qui revenait tard du bureau. Elle n'avait jamais compris pourquoi son enfant passait des heures à dessiner des moteurs, mais elle savait que chaque jour sans retour était une petite perte de temps précieux. Ce matin-là, elle a trouvé une enveloppe scellée sur la table de la cuisine, contenant un billet d'avion pour Francfort et un mot griffonné. « Je pars en réunion. Reviens à la fin de la semaine. H. » Le silence qui s'est abattu sur la table était plus lourd que le fer du plancher. Les premiers croquis de la M8, surnommée par les techniciens comme « la bête du silence », prenaient forme. 2 rangées de 6 cylindres, soudés comme des jumeaux, devaient partager un seul arbre de transmission, promettant une redondance jamais vue. Même si une moitié du moteur venait à faillir, l'autre continuerait à pousser l'automobile à 200 km/h. L'équipe de conception, menée par le concepteur senior Peter Schulz, travaillaient à la lueur de néon, leurs mains couvertes d'encre et d'huile. Dans le même laboratoire, Maria Hoffmann, la première ingénieure en électronique de l'équipe, notait des anomalies de vibration, mais ces avertissements étaient rangés dans un tiroir au fond du bureau, comme des feuilles mortes. La journée avançait, mais la tension grandissait. Le PDG de BMW, assis dans son bureau avec une vue panoramique sur la chaîne de montage, signait le dernier accord de financement. « Nous lançons la plus grande ambition de notre histoire », a-t-il déclaré, avant que les assistants ne se précipitent à consigner ce slogan dans le rapport annuel. Au même instant, dans la ville voisine de Dingolfing, le maire, qui venait de perdre un poste dans l'administration municipale, observait la construction du nouveau hall d'assemblage, espérant que la machine sauverait la prospérité locale. Son fils, encore adolescent, rêvait de piloter une de ces voitures, ignorant que la route qui les menait était déjà tracée pour un destin incertain. La première fois que le moteur a été mis sous tension, le laboratoire a vibré d'une sonorité qui a rappelé le ton des cloches d'une cathédrale. Le V12 a rugi, puis s'est tu. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que le grondement initial. Tous les regards se sont tournés vers l'écran, où les données montraient une puissance stable, mais un bruit presque inexistant. Un technicien a murmuré « Il se régénère tout seul », tandis que le directeur technique, les sourcils froncés, se demandait si la redondance était une bénédiction ou le premier signe d'une fragilité invisible. Le jour où Wolfgang a quitté le bureau, son manteau était trempé par la pluie de Munich et le vent semblait porter loin le souffle d'une décision qui allait marquer le futur de l'entreprise. En descendant l'escalier, il a entendu derrière lui
la porte s'ouvrir doucement. Une voix, presque inaudible, a demandé « Vous êtes sûr que ce projet ne finira pas dans un garage vide ?» La réponse de Wolfgang, à peine un souffle, s'est perdue dans le brouhaha de la ville. Vous avez déjà pensé qu'un rêve trop grand pouvait se transformer en fardeau? Partagez votre avis dans les commentaires. Est-ce que la quête de l'excellence peut devenir un piège mortel pour ceux qui la portent? Le nouveau moteur fut baptisé M-Dual, un concept inédit qui rêvait d'unifier la puissance de 2 rangées de 6 cylindres en un seul bloc V12. Dans les couloirs de l'usine de Dingolfing, les ingénieurs posèrent leurs outils comme des peintres devant une toile vierge, persuadés que chaque boulon, chaque empreinte d'huile était un trait d'une œuvre qui marquerait l'histoire. À ce même instant, les dirigeants de l'ensemble du groupe, réunis autour d'une table de chêne massif à Munich, signaient des accords qui liaient la future réussite de la division aux performances d'un moteur qui n'existait pas encore. Le marché européen, en pleine explosion de la demande de voitures de luxe, attendait des marques qu'elles réinventent la notion même de prestige. Et BMW, fier de son héritage, se voulait l'arbitre de la prochaine génération. Petrus Schulz, chef du groupe de conception mécanique, travaillait d'arrache-pied depuis les premières lueurs de l'aube. Son père, autrefois soudeur dans une petite usine de moteurs à la périphérie de Stuttgart, lui avait transmis la conviction que le métal pouvait parler, qu'un moteur bien accordé pouvait chanter aux routes. Le soir du 12e jour de test, alors que la brume enveloppait le circuit de Nürburgring, il observa le premier couplet d'un chant qui semblait surgir de 2 cœurs mécaniques synchronisés. L'un des rangées de cylindres s'était mis à vibrer légèrement hors du tempo, mais le moteur, grâce à une vanne de régulation inédite, continuait à pousser la voiture à 200 km/h, sans perdre de puissance. L'émotion était palpable, et la salle de contrôle vibrait comme le corps même du moteur. Maria Hoffmann, la première femme ingénieure à diriger le département électronique du projet, introduisit une série de capteurs qui mesuraient la température intérieure de chaque cylindre à l'aide de photons. Son laboratoire était un microcosmos d'écrans clignotants, où chaque donnée était traduite en une partition de code, un langage que seule la machine comprenait. Elle avait longtemps plaidé pour que le véhicule offre une réponse tactile au conducteur, une sensation de proximité entre l'homme et le moteur. Ces calculs montrèrent que la dissipation thermique pouvait être réduite de 30% en ajustant le flux d'air entre les 2 rangées, une amélioration qui serait cruciale pour le confort des passagers. Ses collègues la félicitèrent, mais l'on retint surtout la promesse d'un V12 qui se répare tout seul. Si l'une des 6 chambres perdait son allumage, l'autre pouvait compenser, assurant ainsi que la voiture ne s'arrêterait jamais sur le bord de la route. La vision de la direction était de transformer ce miracle technologique en un symbole de souveraineté allemande. L'équipe marketing, guidée par Klaus Berger, rédigea des slogans qui évoquaient la puissance binaire et la renaissance du son V12. Leur plan de lancement prévoyait un déploiement dans les capitales européennes, où les concessionnaires de la marque seraient décorés de lumière bleue rappelant le drapeau du pays, et où chaque client potentiel recevrait une invitation personnalisée gravée à la main. Au même moment, les syndicats des ouvriers, soucieux des conditions de travail, négociaient des augmentations de salaire pour les techniciens qui devaient assembler le moteur à la main, pièce par pièce, sous le regard attentif d'un système de contrôle qualité qui ne laissait aucune place à l'erreur. L'impact macroéconomique était déjà visible dans les rapports financiers préliminaires. Les analystes de la bourse de Francfort notaient une hausse des prévisions de chiffre d'affaires, estimant que la nouvelle gamme pourrait ajouter plusieurs milliards d'euros aux résultats annuels de l'entreprise, un bond qui ferait de BMW le leader incontesté du segment premium en Europe. Dans la petite ville de Dingolfing, où la plupart des habitants travaillaient à l'usine, les cafés vibraient d'une énergie nouvelle. Les serveurs servaient du café à la crème, comme pour fêter chaque nouveau composant qui passait les tests. La sœur de Petrus, Helga, qui gérait une boutique de vêtements, observait les visages des habitants se transformer, les yeux brillants d'espoir, tout en sentant, dans le fond, une appréhension que le succès pouvait aussi attirer des regards envieux. À chaque étape, le projet gagnait en complexité.
Le système de refroidissement, qui devait être à la fois silencieux et efficace, fut réinventé grâce à des ailettes en titane percées d'un réseau de micro-canaux, un design inspiré par les veines d'une feuille d'érable. Le tableau de bord, pensé comme une extension du moteur, fut décoré d'un cadran qui changeait de couleur selon la charge du V12, offrant au conducteur une expérience sensorielle nouvelle, un dialogue visuel entre l'homme et la machine. Les tests en laboratoire montrèrent que le moteur pouvait atteindre le régime maximal de 48 000 tours sans surchauffer, un exploit qui suscita l'admiration des journalistes spécialisés, mais qui paradoxalement souleva la première inquiétude. Un tel régime élevait la fréquence des révisions d'entretien à des intervalles que le réseau de concessionnaires ne pouvait garantir. Alors que les prototypes entraient en production, une voix s'éleva parmi les techniciens de l'atelier d'assemblage. Un jeune ouvrier, nommé Jonas, expliqua à son compagnon qu'il avait remarqué une petite fissure au niveau du joint de culasse, révélée par une micro-vibration détectée uniquement grâce au capteur de Maria. Cette observation, aussitôt relayée, fut consignée dans le registre de suivi, mais le rapport fut classé parmi les anomalies mineures et laissé de côté, car la ligne de production ne pouvait se permettre de ralentir. Ce geste, insignifiant à l'échelle du projet, créait toutefois une tension invisible, un fil qui tirait doucement sur le tissu du futur succès. Dans les bureaux de direction, le directeur général, Helmut Krauss, présentait les prévisions à un conseil d'administration composé de dignitaires, de banquiers et de représentants du parti. Il évoquait avec enthousiasme le potentiel de surpasser les records de vitesse de la concurrence, tout en rappelant que le projet devait rester fidèle à l'essence de la marque. Le conseil, captivé, approuva un budget supplémentaire de plusieurs dizaines de millions d'euros destiné à affiner le système de transmission et à élargir la gamme de finitions, de l'aluminium brossé au cuir noir absolu. Le message était limpide. Il n'y avait plus de place pour le doute. Chaque décision devait pousser la machine vers l'avant, comme un cheval de fer qui ne pouvait plus retourner. Cette dynamique accrue poussa le groupe à accélérer le calendrier de production, réduisant le temps de validation des prototypes de mois en mois. Les équipes, galvanisées par la perspective d'un lancement spectaculaire, travaillaient jusqu'aux petites heures du matin, les lampes fluorescentes dessinant des ombres qui semblaient danser au rythme du ronronnement du moteur en test. La pression monta, et les petites fissures qui auraient pu être réparées furent ignorées, le prix de la perfection étant désormais celui d'une course contre le temps. Au fil des semaines, les premiers exemplaires du véhicule, aux courbes aérodynamiques et aux reflets métalliques, furent exposés lors d'un salon prestigieux à Francfort, où les visiteurs, éblouis, se pressaient pour toucher la carrosserie lisse, tandis que les ingénieurs retinrent le souffle, conscients que chaque regard était un jugement qui pourrait soit les sauver, soit les condamner. Le public, fasciné, attendait avec impatience la première accélération officielle. Le jour J, sous un ciel d'azur, la voiture s'élança sur la piste, ses roues crissant sur l'asphalte, le V12 hurlant comme une bête libérée. Les spectateurs, les yeux rivés au compteur, virent le chiffre 37 mètres franchi en seulement 2 secondes, un exploit qui scellait la réputation du moteur comme le plus puissant jamais installé dans une berline allemande. Les applaudissements retentirent, mais dans le bureau de la direction, une question surgit, sourde mais urgente. Que se passerait-il si le moteur, tout en défiant les lois de la physique, révélait une fragilité cachée que les capteurs n'avaient pas su anticiper? Cette interrogation, à peine formulée, planait déjà comme une ombre sur le futur du projet, prête à éclater au premier signe d'une anomalie. Si vous avez été transporté par cette ascension vertigineuse et que chaque détail vous a surpris, laissez un commentaire. Quelle partie de l'histoire du V12 vous semble la plus fascinante? Et pourquoi pensez-vous que l'ambition peut parfois masquer les signaux d'alerte les plus évidents? Le conseil d'administration, dans l'éclat d'une salle éclairée par des néons bleus, faisait éclore une idée qui, à première vue, semblait rationnelle. Le marché européen observait-il les nouveaux arrivants, la McLaren F-Type, la Porsche 911 Turbo et le Ferrari Testarossa, tous promettant à leurs acheteurs une adrénaline instantanée. Le responsable du marketing, Hans Kremer, brandissait des graphiques de ventes attendues, des modèles de rentabilité à 2 chiffres, convaincu que le futur de BMW ne pouvait plus se cantonner à la pureté des lignes de conduite.
Il proposa alors un virage stratégique. Transformer la 850 CSI, née de la fusion de 2 rangées de 6 cylindres, en un tourisme de luxe, un véhicule que le client fortuné emporterait à la table du club de golf plutôt qu'une bête de piste qui rugirait sous les virages. L'argument était simple. Le confort, la qualité des matériaux, la capacité de la boîte à 5 vitesses à offrir des déplacements sereins sur l'autoroute compenserait l'absence de cris d'allumage, de vibrations que les puristes considèrent comme le souffle même du moteur. Le groupe de direction, habitué à une culture où les ingénieurs trônaient au-dessus des marketeurs, accepta sans trop de discussion. La décision fut scellée par un tableau de prévision de bénéfices, où chaque unité supplémentaire vendue était présentée comme un pas de plus vers le milliard d'euros de chiffre d'affaires que la direction ambitionnait d'atteindre avant la fin de la décennie. À l'échelle macro, on pouvait déjà voir les usines de Dingolfing s'étirer, leur chaîne de montage prête à recevoir des dizaines de nouveaux assemblages de châssis, leurs horaires de travail élargis pour absorber la demande anticipée. À l'échelle micro, le projet s'enfonçait dans la vie de Peter Schulz, constructeur de moteurs depuis 30 ans, qui passait ses nuits à recalibrer les soupapes de chaque rangée du V12. Sa fille, Lina, venait après l'école le chercher, s'appuyant contre le capot de la voiture comme si elle attendait un secret que le métal ne pouvait révéler. « Papa, pourquoi on passe tant de temps à rendre la voiture plus douce ?» demanda-t-elle un soir, alors que le moteur grondait sous leurs pieds. Peter, épuisé, répondit avec la même assurance que son supérieur. « Nous offrons le meilleur du confort, ma petite. Le client veut la sérénité, pas le frisson. » Sa femme, Eva, observait de la cuisine, le regard fixé sur les factures qui peinaient à couvrir le loyer de leur appartement, les primes qui n'arrivaient jamais. La promesse d'un avenir financier flamboyant se transformait, dans leur foyer, en un poids de plus en plus lourd. Le point de bascule s'est produit dans une salle de réunion où, sous une grande table de chêne, une maquette de la 850 CSI était posée. Hans, avec un sourire confiant, annonça que toutes les finitions intérieures seraient réévaluées. Cuir Nappa, système de navigation en temps réel, isolation phonique renforcée, tout cela pour faire de la voiture un sanctuaire roulant. L'ingénierie, qui jusqu'alors se concentrait sur l'optimisation du débit d'huile, était soudainement reléguée au second plan. Le responsable du développement, Klaus Meyer, signala une augmentation de la consommation de carburant de 6%, mais la remarque fut balayée par la conviction collective que la valeur perçue du confort surpasserait le coût supplémentaire. L'entreprise avançait ainsi sur un chemin qui semblait, à chaque pas, réduire l'écart entre le rêve technologique et la réalité du marché. Le premier prototype, achevé en 1983, fut présenté à un groupe restreint de clients potentiels. Le chef de file, un banquier suisse, s'assit derrière le volant, sentit le cuir frais, la douceur du tableau de bord. Mais lorsque le moteur s'enclencha, l'absence de grondement se fit sentir comme un vide. « C'est silencieux », remarqua-t-il. « Presque trop. Où est l'âme ?» La remarque s'éleva comme un écho dans la salle, mais aucun ne la prit en compte. Le projet fut qualifié de « Masterpiece of Refined Engineering » et les équipes furent félicitées pour leurs efforts. À l'extérieur, les chiffres du marché commençaient à parler. Les concessions de Munich, qui avaient reçu les premières livraisons, virent leurs clients hésiter. La plupart des acheteurs, habitués à sentir la vibration du moteur dans leurs os, se retiraient, les yeux rivés sur les écrans qui montraient des modèles concurrents plus bruyants, plus agressifs. Les rapports de vente, déjà compilés, montraient un glissement de la demande de 20% au sein du premier trimestre après le lancement. Le directeur financier, en charge de la trésorerie, constata que les retours de dépôt d'acompte s'accumulaient. Les banques commençaient à demander des garanties supplémentaires. Pour Peter, la crise se manifesta dans la chaîne de montage. Une semaine avant la mise en service des lignes de production, une notification arriva indiquant que les pièces du système d'injection, provenant d'un fournisseur italien, seraient retardées de 3 mois. Les ouvriers, qui déjà travaillaient à la cadence imposée, virent leurs billets de paie diminuer, leurs heures supplémentaires disparues. Dans la petite ville de Dingolfing, les commerces ressentirent le froid économique.
La boulangerie qui servait les travailleurs arriva à la porte de la faillite, les familles se mirent à préparer des repas plus modestes. Le fils de Peter, encore adolescent, fut contraint d'abandonner son cours de musique pour aider sa mère à la laverie. Le climat d'incertitude s'intensifia lorsque le PDG, Karl Hoffmann, ordonna une réévaluation de la stratégie. Une équipe de consultants, importés d'Amérique, fut mandatée pour optimiser le portefeuille produit. Leur rapport, confidentiel, recommandait de réduire les dépenses en R&D de 30%, de concentrer les ressources sur les modèles à forte marge et de placer la 850 CSI dans le segment des voitures de collection, non plus comme produit de masse. Le plan fut accueilli comme une bouée de sauvetage par la direction financière, mais il impliquait la suppression de postes clés, dont celui de Peter, qui était depuis toujours le cœur battant du moteur. Les familles des ouvriers, qui vivaient des salaires modestes, virent leur monde se désagréger. La fille de Peter, qui rêvait d'étudier l'ingénierie, fut forcée de choisir un emploi stable plutôt que la poursuite d'un diplôme. Le couple d'enfants, dont la mère travaillait en alternance à l'usine, dut déménager dans une ville voisine, où les loyers étaient plus bas, mais les opportunités moins nombreuses. Une vieille usine de pièces détachées, qui était le fournisseur principal depuis des décennies, ferma ses portes, laissant derrière elle une poignée de travailleurs âgés, incapables de se réinventer à un âge avancé. À chaque niveau, la logique de la décision se solidifiait comme une chaîne qui ne pouvait plus se rompre. Le désir de créer un produit qui allierait luxe et performance, devenu un tableau de confort, avait mis en péril non seulement la viabilité financière du projet, mais également les vies de ceux qui y étaient investis. Les chiffres grimpaient, les attentes s'effritaient, la peur se transformait en résignation. Une fois, dans un couloir humide d'un bâtiment de l'usine, un vieil employé, Marc, murmura à son voisin « Nous avons construit un monstre qui ne sait pas rugir ». Le murmure se propagea comme un vent d'hiver, rappelant que la machine, même la plus avancée, ne peut ignorer l'âme humaine qui la pilote. Alors que les rapports mensuels affichaient des pertes qui s'accumulaient, un nouveau problème surgit, inattendu, mais prégnant. Les clients qui avaient déjà payé un acompte se mirent à réclamer la restitution de leurs fonds. Les avocats de la société, noyés sous les dossiers, avançaient les arguments que la garantie contractuelle ne couvrait pas un produit non livré. Le chef de la comptabilité, Marianne, tenta de calculer le seuil de rentabilité, mais chaque chiffre se transformait en une goutte d'encre noire sur le papier. Elle déclara « Nous ne pouvons plus absorber les remboursements ». La tension monta, le silence se fit plus lourd, et les portes du bâtiment semblèrent se refermer sur les espoirs qui y résidaient. Cette escalade, loin d'être un point d'arrêt, ouvre la porte à un autre défi. La question qui plane désormais sur les lignes de production est de savoir si la direction pourra renverser le cours du navire avant que les derniers rivets ne se détachent. Que signifie réellement le retour des clients ? Comment se comporteront les acteurs qui, jusqu'ici, ont cru contrôler chaque engrenage ? Le futur de la 850 CSI se joue à présent dans les salles de réunion, où chaque décision pourrait soit sceller la fin, soit offrir une lueur d'espoir. Vous avez suivi le chemin de cette ambition démesurée. Pensez-vous qu'une entreprise puisse vraiment sacrifier l'émotion au profit de la perfection technique ? Partagez votre avis dans les commentaires, racontez-nous une décision similaire que vous avez ressentie et dites-nous si vous auriez choisi une autre voie. La prochaine étape révélera comment le marché a réagi au premier retour et quelles forces ont émergé pour pousser l'entreprise vers l'abîme ou la rédemption. Le parfum de l'acier fraîchement poli s'est rapidement mêlé à celui du papier journal lorsque les premiers exemplaires de la 850 CSI ont quitté l'usine de Dingolfing. Les concessionnaires, décorés de drapeaux mauves, ont exposé les bolides comme des trophées, chaque vitrine éclairée d'une lueur qui rappelait le soleil d'un dimanche d'été. Pourtant, à peine les portes des salles d'exposition se sont ouvertes, les clients ont commencé à glisser leurs mains dans les poches, à chercher la moindre excuse pour ne pas signer. Le moindre cri d'alarme, un soupir de moteur qui ne répondait pas à la promesse d'un rugissement, une suspension qui paraissait hésitante, a suffi pour que les chiffres imprimés sur les bons de commande se transforment en lignes blanches. Dans les couloirs, les responsables des ventes, autrefois habillés de costumes impeccables, ont commencé à troquer leurs costumes contre des blouses de coton.
car les prévisions de revenus se sont brisées comme du verre. Le directeur commercial, nommé Hermann Müller, a vu son tableau de bord se transformer en un champ de mines. Chaque appel téléphonique était une tentative désespérée de convertir un non en oui. Chaque sourire forcé masquait une tremblante incertitude. La pression s'est emparée de la salle du conseil d'administration comme une brume pesante. Les chiffres d'affaires annuels, qui jusqu'alors flottaient en équilibre avec les dépenses d'1 milliard de marks, sont soudainement entamés par un déficit qui se creuse à chaque jour qui passe. À l'autre extrémité du pays, dans la petite ville de Landshut, où vivait la mère de Pierre, le chef d'équipe de la chaîne d'assemblage, les usines de la région ont commencé à fermer leurs portes. Le soir même, les lumières du complexe industriel se sont éteintes, laissant derrière elles des silhouettes de machines inactives qui semblaient attendre un futur qui ne viendrait jamais. Pierre a été l'un des premiers à recevoir, dans son courrier, un avis de licenciement accompagné d'une indemnité minime. Le poids de la perte a frappé sa femme, Claudia, qui a dû abandonner son poste d'assistante administrative pour prendre un emploi à temps partiel dans une supérette de quartier afin d'assurer la continuité des repas sur la table de leur foyer. Leur fils unique, Lucas, ne comprenait pas pourquoi le bruit de la chaîne de production, qui résonnait chaque matin, avait cessé d'une fois pour toutes. Les familles de la ville se sont rassemblées autour d'un même sentiment d'abandon. Le directeur de l'école primaire, M. Schmitt, a dû réorganiser les classes, fusionnant les niveaux pour compenser les baisses d'inscription. Les enseignants, jadis rassurés par la stabilité financière des parents d'élèves, ont vu leur salaire diminuer, leurs heures de cours réduites, leurs perspectives d'avenir assombries. Le cimetière de la ville, habituellement silencieux, a vu un flot de bouquets déposés sur des tombes anonymes, marque muette d'une communauté qui pleure la disparition de ce qui était devenu son pilier économique. Dans les couloirs feutrés du siège à Munich, les stratégies de secours ont été mises en place comme des coups de semonce. Le PDG, dont le charisme était jadis comparé à la majesté d'une aile d'avion, a commandé la construction d'un plan B, une gamme de modèles économiques destinés à rattraper la perte des ventes de la supercar. Les ingénieurs, dont les rêves se sont éteints à la lueur des projecteurs, ont été redirigés vers des développements de moteurs plus modestes, des essais d'efficacité énergétique, au lieu de travailler sur la prouesse du W12 qui n'existait plus que dans les mémoires. La scène, à la fois surréaliste et douloureuse, montre un groupe de techniciens, les yeux fatigués, qui débranchent les câbles de la 850 CSI, les rangent dans des caisses et les enferment derrière des portes blindées, comme s'ils cherchaient à préserver un secret qui se refusait à l'histoire. Le poids du scandale s'est matérialisé dans les médias. Un reportage télévisé a montré, sous un ciel orageux, la silhouette d'une 850 CSI abandonnée dans un hangar poussiéreux à Stuttgart, son capot entrouvert, révélant l'intérieur d'un moteur qui murmurait encore son propre destin. Le journaliste a interrogé le responsable du service après-vente qui a, d'une voix émue, avoué que le coût moyen d'une réparation dépassait parfois le prix d'une voiture neuve. Ce constat a déclenché une vague d'indignation parmi les acheteurs qui ont vu leurs rêves se transformer en lourdes dettes, leurs assurances en contrats sans espoir, leurs investissements en promesses non tenues. Au cœur de l'effondrement, les rares pièces détachées se sont transformées en objets de convoitise. Sur un marché noir clandestin, dans un sous-sol de Cologne, un collectionneur a offert un prix astronomique pour un ensemble de pistons en titane, témoignant d'un amour obstiné pour une machine qui ne trouvait plus sa place sur les routes. Le commerce souterrain a alimenté la désespérance, transformant la technologie en monnaie d'échange, rappelant que même les rêves les plus brillants peuvent devenir des fardeaux. Le silence qui a suivi la dernière livraison a été brisé par une annonce surprenante. Un investisseur asiatique, dont le nom reste discret, proposait de racheter le stock de pièces inutilisées pour les recycler dans un projet de voiture électrique de luxe. La proposition, portée comme un souffle d'espoir, a plongé les dirigeants dans un nouveau dilemme. Accepter cet investissement signifierait renoncer à l'identité pure de la 850 CSI, à la vision originelle de son créateur, pour rejoindre une ère où l'électrification remplace le carburant. Dans les bureaux de Munich,
Les visages étaient crispés, les mains tremblaient. Le choix semblait irrémédiable. Sauver les emplois, même au prix de la trahison du rêve fondamental, ou laisser le projet mourir avec ses idéaux. Dans cette atmosphère de tension constante, une silhouette apparaît à l'écran, une vieille voiture recouverte de poussière, garée dans le garage de l'ancien directeur commercial qui, depuis la fermeture, veille chaque nuit dans l'obscurité, à l'écoute d'un moteur qui ne démarre plus. L'image se fige, la lumière vacille, et une voix off murmure. Qu'est-ce qui reste quand tout ce qui était précieux s'évapore, même si les rouages du monde continuent de tourner? Alors que la crise semble engloutir chaque recoin de la réalité, l'industrie automobile garde en son sein un secret que même les archives officielles ne dévoilent pas. Un fragment de documentation, dissimulé dans un tiroir poussiéreux du siège, porte la mention d'une version prototype, jamais présentée au public, qui contiendrait un appareil novateur de récupération d'énergie, capable de redéfinir la façon dont un moteur V12 pourrait fonctionner. Est-ce là la clé d'un avenir que BMW aurait pu choisir, ou simplement une illusion de ce qui aurait pu être? La tension ne fait que croître, et la réponse se trouve au cœur même de cette intrigue. Pourquoi la direction a-t-elle préféré abandonner la version prototype au lieu de la développer comme dernier recours, alors même que les finances s'effondraient? Dévoilez vos hypothèses dans les commentaires, partagez ce que vous pensez être le vrai moteur de cette décision. Comment aurait-on pu éviter ce naufrage? Et que nous enseigne ce cas sur la façon dont les rêves technologiques peuvent se transformer en regrets? Sous la lueur éteinte du phare du musée d'Orléans, la 850 CSI repose comme un témoin silencieux d'une ambition qui a défié le temps. Son carrosserie aux courbes parfaites, couverte d'une teinte bleu nuit que seuls quelques collectionneurs connaissent sous le nom de nébuleuse, se reflète dans les vitrines de verre comme une étoile qui aurait refusé de briller. Les visiteurs, l'un après l'autre, se penchent pour toucher le chrome, comme s'ils cherchaient à sentir la chaleur d'un moteur qui ne tourne plus. Au même moment, à Munich, les analystes de la division stratégique tracent des courbes de rentabilité qui, depuis 2 décennies, intègrent la leçon de cette icône à leur modèle de prévision. Les deux mondes, séparés par des kilomètres et des décennies, se rejoignent dans le même souffle, la conscience d'une erreur qui a façonné la culture d'entreprise. Dans les ateliers de la Haute-Alsace, un ancien ouvrier de la chaîne d'assemblage, aujourd'hui nommé Jacques, raconte à la chaleur de son chantier de rénovation que la dernière fois qu'il a entendu le ronron d'une V12, c'était le jour où il a perdu son fils à la crèche. La perte n'était pas simplement personnelle. Elle a marqué le moment où les familles de la région ont commencé à quitter les villages, cherchant des emplois dans les métropoles où l'industrie automobile n'était plus qu'un souvenir. Le centre du village, jadis animé par le claquement des outils, se souvient du bruit d'un moteur comme d'une odeur persistante, un rappel que les promesses d'innovation peuvent laisser des fissures dans le tissu social. À la tête du département de design, les dirigeants de la marque réévaluent chaque ligne des futurs modèles en y intégrant un principe qui n'était jusqu'alors qu'un murmure, la nécessité d'une connexion émotionnelle palpable. Leurs réunions, autrefois ponctuées par des diagrammes de performance, sont désormais animées par des storyboards où chaque courbe raconte une histoire de désir, d'attente, voire de peur. Ce virage esthétique n'est pas une simple adaptation de marché. C'est la reconstruction d'une identité qui, pendant des années, avait été réduite à la perfection mécanique d'une voiture qui n'avait jamais trouvé son propriétaire. Cette reconstruction s'inscrit dans un processus où chaque décision devient une pierre de plus dans le chemin qui ne peut être effacé. Le prix d'une rédemption technologique se mesure aujourd'hui dans les chiffres du chiffre d'affaires, mais aussi dans la vie d'une jeune mère, Léa, qui travaille au poste d'accueil du concessionnaire de Stuttgart. Elle possède un ticket de caisse datant de la soirée où elle a acheté la première clé de rechange pour une 850 CSI restaurée. Le morceau de métal, gravé du numéro de série, est devenu le talisman qui protège son foyer contre les vents de l'incertitude économique. Elle raconte à qui veut l'entendre que chaque fois qu'elle regarde la clé, elle se souvient que la passion peut se transformer en un fardeau, mais que la volonté de dépasser le passé permet de forger un avenir. Dans les couloirs de la direction financière, les tableaux Excel arborent des colonnes où l'on peut lire les pertes cumulées depuis la débâcle, mais aussi la résurgence d'un capital humain
qui, d'une certaine manière, a appris à ne plus sacrifier l'humain au profit du produit. Chaque ligne du tableau raconte l'histoire d'un département qui a su se réinventer, d'une chaîne d'approvisionnement qui a diversifié ses fournisseurs, et d'une équipe de marketing qui a désormais un mandat explicite: vendre le rêve, pas seulement la mécanique. Ce mandat, gravé dans la politique interne, transforme chaque campagne en un dialogue avec le public, où la transparence devient une arme contre le silence qui avait autrefois enveloppé les usines. Le débat qui anime les forums de passionnés en ligne se cristallise autour d'une question qui transcende le simple attrait d'une automobile de collection: la responsabilité d'une création qui dépasse les capacités de son marché. Les internautes, armés de leurs connaissances pointues, argumentent que le projet aurait pu être une réussite s'il avait été orienté vers une niche plutôt que vers le grand public. L'échange s'intensifie, chaque commentaire ajoutant une nuance, chaque anecdote personnelle rappelant le poids d'une décision industrielle sur des vies ordinaires. Parallèlement, la communauté académique se penche sur les archives de la société, décortiquant les rapports de tests de performance qui, à première vue, semblent inoffensifs. Un professeur de gestion des risques, en pleine conférence, montre comment la décision de prioriser le confort au détriment de la quête de l'adrénaline a détourné une trajectoire qui, autrement, aurait pu ouvrir la voie à une nouvelle catégorie de voitures de sport hybrides. Il souligne que la perte de cette opportunité a eu un écho au-delà de la marque, influençant les stratégies de plusieurs concurrents qui, à leur tour, ont choisi d'investir davantage dans l'expérience de conduite plutôt que dans la simple prouesse technique. Entre les archives du département du patrimoine et les souvenirs des familles délaissées, la 850 CSI devient une métaphore vivante d'une leçon qui ne s'efface jamais. La marque, désormais consciente que chaque innovation porte le poids d'un héritage humain, s'engage dans un processus de réconciliation avec son passé. Les ingénieurs, les marketeurs, les directeurs et les clients partagent un même espace de réflexion, où la frontière entre la technologie et l'émotion n'est plus une ligne droite, mais un créneau où se construisent les futures légendes automobiles. Alors que les lumières du musée s'estompent, un murmure s'élève parmi les visiteurs. Que se passe-t-il lorsqu'une machine, conçue pour défier les limites, se retrouve abandonnée dans les méandres de la bureaucratie industrielle? La réponse à cette interrogation se cache dans la première scène du prochain chapitre, où la découverte d'un prototype inédit pourrait remettre en question tout ce que nous croyons connaître sur la capacité d'une entreprise à se réinventer. Si vous avez déjà été touché par une histoire où la technologie rencontre l'humanité, partagez votre point de vue dans les commentaires. Dites-nous si vous pensez qu'une entreprise peut réellement réparer l'équilibre entre ambition et responsabilité, ou si le passé laisse une trace impossible à effacer. Votre avis pourrait devenir la prochaine étincelle qui rallume le feu du débat.